Bonjour, je m'appelle Fatoumata Kébé et je suis astrophysicienne depuis bientôt 10 ans. Dans ce podcast, je vais vous parler de ce qui me passionne, l'espace, le ciel, les étoiles, mais je veux le faire depuis les territoires ultramarins. Parce qu'en suivant les actualités sur les phénomènes astronomiques, j'ai réalisé qu'on se positionnait très rarement sous ces latitudes. Or, les histoires cosmiques et spatiales les concernent aussi. Pour commencer notre exploration, comment ne pas vous parler du centre spatial guyanais ? Ces fusées, au départ de Kourou, sont à ce jour le seul moyen pour la France et pour l'Europe d'atteindre les étoiles. Kourou, là où la Terre frôle les étoiles, première partie. Nous voilà en Guyane, quelque part entre la moiteur des tropiques et le silence cosmique. Tout près de la ville de Kourou se cache un lieu où la Terre tend la main au ciel. 3, 2, Ce lieu, c'est le centre spatial guyanais et son cœur bat au rythme des fusées. Lorsque j'étais étudiante, je me souviens avoir assisté à une conférence sur l'histoire spatiale en Irlande. J'étais en dernière année de master et j'allais bientôt poursuivre mon cursus à l'université de Tokyo en ingénierie appliquée au spatial. C'est lors de cette conférence que j'ai découvert la genèse de ce centre spatial. Il faut savoir que Kourou est un lieu mythique pour les passionnés d'espace. Bien sûr, j'en avais déjà entendu parler et je connaissais son fonctionnement dans les grandes lignes. Je savais que des fusées transportant des satellites étaient lancées depuis cette base, que les sites s'étendaient sur des centaines de kilomètres carrés, qu'ils comprenaient plusieurs pas de tir, ces zones depuis lesquelles sont lancées les fusées. Et puis, j'avais aussi entendu parler de ces salles de contrôle, de ces zones d'assemblage, de ces usines de fabrication de propergol, le produit nécessaire à la propulsion. Mais je ne savais pas que son histoire s'inscrivait dans le contexte de la décolonisation. Car avant la Guyane, une importante étape de l'histoire spatiale française s'était déroulée en Algérie. Remontons le temps ensemble. Année 1947. Le monde est encore meurtri par la Seconde Guerre mondiale. Comme bien des conflits, cette guerre a accéléré le développement de plusieurs technologies de pointe, et notamment celle des fusées. Les nazis ont en effet développé ce qui deviendra le premier missile balistique opérationnel au monde, le V2. Le développement de ce missile, le V2, va permettre celui des lanceurs. Et ces lanceurs, à l'origine pensés pour propulser des armes, vont bientôt servir à lancer d'autres choses bien plus loin encore, comme par exemple un satellite ou un véhicule spatial. Pour cela, ils doivent atteindre une vitesse suffisante afin de placer ce qu'on appelle la charge utile dans l'espace. À la fin de la guerre, les États-Unis, l'URSS et la France, qui sortent gagnants du conflit, vont récupérer des données techniques, du matériel et le savoir-faire des Allemands, y compris dans le domaine spatial, et notamment en ce qui concerne le V2, ce missile dont je vous parlais. Mais cette technologie nécessite encore d'être améliorée, et donc d'être testée. C'est ainsi que le 24 avril 1947, un décret ministériel est adopté par le gouvernement français. Il annonce la création du Centre interarmé d'essais d'engins spéciaux. Chaque branche de l'armée peut y tester ses missiles. Le siège se trouve à Colombes-Béchar, dans ce qu'on appelle alors l'Algérie française. Plusieurs champs de tir sont aménagés autour de cette commune aux portes du Sahara. Au total, plus d'1 millier d'engins seront lancés depuis Colombes-Béchar entre 1947 et 1967. Parmi ces sites de lancement, celui qui nous intéresse le plus s'appelle Brigitte. C'est de Brigitte que sera propulsé Astérix, le premier satellite français mis en orbite le 26 novembre 1965 par un lanceur appelé Diamant. 3, 2, 1, 0. De blocos sont bloqués à la machine. Dans les années 60, ce succès et d'autres font de la France la troisième puissance spatiale mondiale. Alors le 18 mars 1962, quand les accords d'Évian, qui mettent fin à 132 ans de colonisation française en Algérie, sont signés, la question de ce centre est cruciale. Dans ces accords, il va être stipulé que la France a 5 ans pour quitter le site de Colombes-Béchar. En 1967, la France remet donc officiellement les champs de tir aux autorités algériennes.
Tout ce qui est lié aux essais militaires est relocalisé au centre d'essais des Landes, dans l'Hexagone, tandis que les lancements civils spatiaux, eux, vont être effectués depuis le futur centre spatial guyanais. Au cours des années 70, la Guyane va devenir l'un des épicentres de la recherche spatiale française. Pourquoi la Guyane ? Ce territoire d'outre-mer, recouvert de forêts amazoniennes et emblématique de la biodiversité mondiale, n'a pas été choisi pour sa nature luxuriante, mais pour sa situation géographique exceptionnelle. En tout, 14 sites sur la planète ont été analysés par les autorités françaises. Kourou fait partie d'un top 5 avec l'archipel des Tuamotu, l'Australie, le Brésil et Trinidad et Tobago. Vous vous demandez sûrement quels sont les critères de sélection d'un centre spatial. En voici quelques-uns. Déjà, les dimensions du site doivent être suffisantes pour assurer la sécurité des lancements. Autre critère, l'existence d'un port en eau profonde, afin notamment d'accueillir les immenses navires qui transportent des éléments de fusée. Il faut également un aérodrome capable d'accueillir un avion long courrier, une région stable politiquement, et enfin, critère majeur, la proximité de l'équateur. Je vais vous expliquer pourquoi. L'équateur, c'est une ligne imaginaire tracée autour de la Terre, située à mi-chemin entre les pôles nord et sud. Cette ligne correspond à la latitude 0 degré. Il sépare donc la planète en deux parties, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. D'ailleurs, le mot équateur vient d'un mot latin médiéval, aequator, qui signifie celui qui divise, répartit. Et quel rapport avec les lancements de fusées ? Eh bien, lancer une fusée près de l'équateur présente plusieurs avantages majeurs. Et pour le comprendre, il faut prendre de la hauteur. La Terre tourne sur elle-même autour de son axe de rotation en environ 24 heures. Mais sa vitesse de rotation n'est pas la même partout. Elle dépend de la latitude de l'endroit considéré. Pour vous représenter la chose, imaginez une fronde, cette poche avec deux lanières. L'image va vous paraître bizarre, mais je suis engagée depuis des années dans la médiation scientifique et j'ai remarqué que c'était important de trouver des objets assez connus du grand public pour expliquer certains concepts liés au spatial et à l'astronomie. Je vous propose donc la fronde comme moyen de quitter la Terre. Une fronde permet de lancer des projectiles. La particularité de la fronde est de donner de la vitesse à l'objet qu'on a inséré dans la poche. Jusque-là, tout le monde me suit. Si on prend deux frondes, dont l'une est plus grande que l'autre, et qu'on les fait toutes les deux tourner de la même manière, l'objet lancé depuis la plus grande fronde prendra plus de vitesse et ira plus loin que celui de la petite fronde. La Terre peut être assimilée à une fronde puisqu'elle tourne sur elle-même, et donc tout ce qui se trouve sur la Terre subit en permanence cet effet de fronde. Mais elle n'a pas partout la même vitesse linéaire. Par exemple, dans les pôles, cette vitesse est d'environ 3 km/h, et près de l'équateur, elle est d'environ 1600 km/h. Lancer un objet depuis le pôle Nord, depuis Clermont-Ferrand ou depuis l'équateur n'a donc rien à voir. Une fusée, soit un engin pesant plusieurs tonnes, sera plus facile et plus économe, enfin façon de parler, à propulser depuis l'équateur. On aura besoin de moins de carburant, le fameux effet de fronde jouant un rôle compensatoire. Certes, ça ne se voit pas quand la fusée décolle, mais c'est bien le cas. Et c'est tout l'intérêt du choix de Kourou, qui est situé au meilleur endroit pour un lancement le plus efficace et économique possible. Bref, résultat, le 21 mars 1964, le général de Gaulle se rend à Cayenne pour annoncer aux Guyanais l'installation du centre spatial français. La Guyane compte alors un peu plus de 30 000 habitants, elle a une faible densité de population. Kourou est un bourg qui a été fondé 2 siècles auparavant et avec les hameaux qui l'entourent, elle compte environ 600 habitants. Mais malgré ce faible peuplement, pour implanter le centre spatial, des communautés amérindiennes et créoles vont être expropriées, notamment celles qui vivent dans les villages de Rainer, Manmanouri et Karouabo. Certains ont été relogés dans un quartier de Kourou, la cité du stade, mais ces expropriations ont été un traumatisme pour beaucoup. En lisant des articles sur cet épisode, j'ai été particulièrement touchée par les témoignages de personnes qui parlaient de ces nouveaux logements, imposés et trop petits, des indemnisations compensatoires jugées trop faibles. Il existe aujourd'hui une association de descendants, l'association culturelle d'animation des habitants de la cité du stade, mémoire vivante de cet épisode douloureux.
Je pense que scruter le ciel est de plus en plus nécessaire. Et la France, grâce à ses territoires ultramarins, peut le faire depuis différents continents. C'est précieux car ces données d'observation nous permettent de mieux comprendre les objets célestes et artificiels dans l'espace. En ce qui concerne par exemple les débris spatiaux, sujet que je connais bien, ces données nous aident à affiner notre connaissance de leur trajectoire, à détecter tout changement dans leur comportement, à éviter des collisions. Les collisions pourraient provoquer la perte d'un satellite ayant coûté des milliers voire des millions d'euros. Grâce à ces observations, on préserve aussi l'environnement autour de notre planète de cette forme de pollution. Mais recueillir toutes ces données signifie avoir des stations d'observation avec des télescopes et des radars sous des dômes qui scrutent le ciel. Si à l'avenir la France en implante d'autres, il faudra faire en sorte de ne pas reproduire les erreurs du passé, commises à Kourou et ailleurs. Il faudra trouver les moyens d'observer le ciel dans le respect des populations terrestres. Voilà, vous en savez désormais plus sur l'installation du centre spatial de Kourou. Pour mieux comprendre ce qui se passe sur le site, je vous donne rendez-vous dans un deuxième épisode. Vous venez d'écouter Sous les cieux d'Outre-mer, une coproduction Initial Studio et Outre-mer La Première. Ce podcast a été écrit par Fatoumata Kébé. La réalisation et la musique sont signées Théo Boulanger.